Alors on arrive dans les années 10, on était encore dans les phénomènes avant-coureurs, on n'a pas encore atteint la sommet du phénomène, et les années 10, c'est vraiment l'explosion, c'est le moment où la folie, vraiment la perlomanie commence à s'emballer, c'est le moment où la perle devient vraiment l'objet d'attrait de tous les joailliers, on va vous montrer quelques pièces aussi. C'est un élément noble à tout point de vue. C'est le moment aussi où certaines relations se font entre les joailliers de la place et les Indiens. En fait, le premier, donc, ça va être Louis Boucheron qui va aller rencontrer les Maharajas en Inde. On verra que ces relations vont s'étoffer par la suite. Et en 1911, déjà, eh bien, à l'occasion du 5e Durbar de Delhi et du couronnement de George V en tant qu'empereur des Indes, eh bien, Jacques Cartier, le bien nommé, l'explorateur parmi les Cartiers, si l'on pourrait dire, eh bien, se rend à Delhi. Et à Delhi, déjà, sans même être encore passé par le Golfe, il réalise l'importance des perles et il essaye de motiver donc, ses frères pour ouvrir un bureau à Delhi, voire même peut-être se concentrer sur l'activité des perles. Oui ? Exactement. Alors en Inde, il y a un commerce qui est dédié au marché indien. C'est-à-dire que les Indiens sont aussi acheteurs, évidemment, voire même les premiers acheteurs, avant même que les... Alors, effectivement, j'ai oublié de préciser que les joailliers parisiens allaient en Inde, pas que pour les perles, évidemment, il y avait aussi toutes les collections, voilà, les diamants de Golconde, toutes les... Et des clients. Et des clients potentiels, effectivement. On va voir que ça va être une stratégie payante, puisque les... Exactement. Mais l'intelligence de Jacques Cartier aussi, c'est à son retour de demander à faire un tour du Golfe, en fait, tout simplement. Il va d'abord aller à Oman, puis à Dubaï et enfin à Bahreïn pour voir en fait la matière première et finalement se dire s'il ne peut pas s'approvisionner directement, justement, sans passer par l'intermédiaire des marchands. Et là, si on veut, c'est jackpot. Hein. Il va rester extrêmement longtemps à Bahreïn, plusieurs semaines. Il est reçu, là encore, comme un hôte extrêmement prestigieux. Et on connaît aussi très bien ses archives, parce que le journal de voyage est conservé dans les archives de la maison Cartier. Et là encore, on a des détails absolument croustillants, des visions tout à fait romanesques qui paraissent sortir des contes des Mille et une nuits, mais pourtant, là encore, tout semble se vérifier petit à petit. Et ce qui est formidable, c'est dans les... Pardon, oui. Alors, on ne facette pas les perles, on ne les taille pas non plus. Néanmoins, il y a effectivement un métier du polissage qui est un vrai savoir-faire, hein, qui est presque perdu aujourd'hui d'ailleurs. Certains sont encore capables de travailler les perles pour leur rendre tout leur brillant. Effectivement, ça se fait à Londres, ça se fait aussi à Paris. Dans le tri et dans le perçage. Et le tri, le perçage surtout. Hum. Ce que je voulais vous dire sur cette aventure de Cartier, c'est la grande richesse des archives et toutes ces magnifiques photos qu'on a pu voir et qu'on a pu présenter également à Dubaï. Ici, on en a une qui est probablement l'une des plus célèbres, puisqu'il est ici en présence des différentes grandes familles, des grands noms qu'on reverra ensuite ou qu'on a déjà pu voir pour certains, Al-Toukaïr par exemple, qui sont pour certains d'entre eux, dont les descendants sont pour certains d'entre eux encore vivants et encore impliqués dans le commerce de la perle. Et sur ces photos, moi j'adore, puisqu'on voit Monsieur Cartier en costume 3 pièces avec ses chaussures blanches sur les tapis arabes. Il est d'ailleurs le seul à en porter. Et on le voit sur une photo que j'aime beaucoup, qu'on a dans notre catalogue, où il est sur le marché de Bahreïn, je crois à Manama, c'est ça, où il est en train de négocier une perle. On le voit en tout cas avec une très grosse perle dont les archives disent qu'il l'a achetée, et où il est en gants, costume 3 pièces, rayure verticale, horizontale. C'est d'une élégance somptueuse. C'est vrai que c'est des photos magnifiques. C'est aussi assez émouvant si l'on veut, puisque chacune de ces personnes que vous voyez ici va être bientôt à la tête d'un empire. C'est-à-dire que Cano, ça va être un des principaux groupes pétroliers de Bahreïn, qui, après avoir œuvré dans le marché de la perle, va aussi comprendre l'intérêt d'approvisionnement en pétrole de tous ces marchands, des bateaux, des steamers, mais aussi des avions qui petit à petit vont se développer. La ligne Air Orient, donc, qui est destinée à rejoindre les colonies françaises, fait halte dans le Golfe pour s'approvisionner. C'est aussi ce qui va permettre, entre guillemets, l'accélération des relations et la facilité d'accès des marchands dans le Golfe. Ça reste assez compliqué pour le moment. Le canal de Suez est ouvert depuis la fin du 19e siècle, mais petit à petit, les choses s'améliorent et les rapports sont plus faciles.
Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que voilà, donc ces marchands deviennent de plus en plus puissants, et au Koweït, on a presque un coup qui est mené par les 4 plus gros, qui décident presque du jour au lendemain d'arrêter de payer des taxes au Cher. Et là encore, le Cher n'a pas vraiment les éléments, n'a pas vraiment les moyens de négocier, et il refuse quand même. Et donc du jour au lendemain, les principaux marchands du Koweït vont partir à Bahreïn, accueillis à bras ouverts évidemment par le Cher. Néanmoins, qui était déjà la famille Al-Sabah pour le Koweït, le Cher va se rendre lui-même à Bahreïn, tout faire pour les retrouver. Évidemment, il n'y aura plus question de taxes dorénavant. Et à partir de ce moment-là, ils resteront bons amis. Ils restent suffisamment bons amis puisque un des principaux marchands de perles de l'île, Al-Fahidi, pas de l'île, pardon, du Koweït, va offrir au Cher du Koweït la toute première voiture à fouler le sol koweïti, donc une Minerva Type 4 de 1904, qui est en fait la voiture des rois de Belgique. À cette époque-là, c'est une voiture anversoise. Et lorsqu'on achète une voiture à cette époque dans la région, on achète aussi un chauffeur, puisque personne ne sait conduire ces machines. Et ce chauffeur va avoir la lourde tâche de former toutes les personnes qu'il peut au sein de la cour Al-Sabah. Oui, et de faire rouler cette pauvre voiture sur les pauvres routes et sablonneuses qu'il doit y avoir ici. Exactement. Mais ce qui est intéressant, ça peut paraître anecdotique, c'est qu'en fait, toute cette histoire des transports, toute cette histoire du commerce, en fait, quel qu'il soit, va être étroitement liée au commerce de la perle à ce moment-là. C'est vraiment l'élément motivateur. Oui, tu l'avais montré d'ailleurs dans le catalogue et dans l'exposition. Tout le développement et toutes les routes commerciales, donc le développement du train, des voies ferroviaires, etc., des voies aériennes, on l'a dit, se font pour et par et grâce à l'argent de la perle. C'est vrai qu'on peut parler de ce célèbre train, le Bagdad-Ban, qui avait été prévu par les nazis et les Ottomans pour relier Berlin, Istanbul et Bagdad. En fait, ce train va être terminé par les Anglais après la fin de la guerre, trop heureux de pouvoir allier Bassora en train par l'intérieur des terres. En fait. Donc là aussi, il y a toutes ces innovations qui se font. À Paris, revenons à Paris, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que la perle continue donc d'attirer tous les regards, aussi de motiver les créateurs de mode. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours, donc on est dans les années 10, on est toujours un petit peu dans une idée orientaliste. Finalement, il y a toujours cet aspect oriental, presque fantasmé, d'une provenance de ces perles qu'on va donc associer à ces rêveries, à ces fantasmagoriques. C'est les pêcheurs de perles de Bizet. On est encore vraiment dans cet esprit en fait très 19e siècle. Il va falloir un certain temps pour que les créateurs parisiens vraiment se réapproprient la perle comme un objet presque décontextualisé et séparé de son origine. En termes de création, on a deux pièces assez exceptionnelles. Une qui, je crois, est la plus ancienne conservée par la maison. Effectivement, à droite, vous avez cette fameuse broche grappe de raisin qui est datée de 1915, donc avec des perles du Golfe, dont on voit bien ici la diversité des couleurs, des petites perles qui sont assez 3, 4, 5 mm de diamètre, montées ici en platine et or, donc la pièce la plus ancienne des collections de la maison Van Cleef. Et à gauche, un bijou type moghol avec des perles du Golfe aussi. Alors cette fois-ci un peu plus importante en dimension, qui montait jusqu'à 8-9 de diamètre, mais plus, vous voyez, moins ronde, moins parfaite, vraiment utilisée ici sur un style, il y a un montage moghol, type moghol, qui appartient aujourd'hui encore à la famille Canout, dont on a parlé juste avant, cette grande famille de marchands et maintenant dans le pétrole. C'est ça, donc on est en plein dans la Première Guerre mondiale et on voit que finalement la guerre mondiale n'entrave pas vraiment les affaires. Au contraire, même le bijou apparaît comme un bien qui peut facilement voyager, ça peut être relativement pratique. Et c'est le moment aussi où au sein de la maison Cartier, on voit que le voyage de Jacques Cartier dans le Golfe n'a pas été vain et les perles affluent et sont particulièrement visibles dans les créations de cette époque. Oui, les perles sont vraiment partout. Ici, utilisées encore une fois comme la broche grappe en petite dimension, mais vraiment en très grande quantité, et même jusque sur les bracelets de montre, comme sur l'exemple de droite. Alors, juste pour vous donner encore une fois quelques chiffres, c'est le moment où, en 1912 où une perle unique va atteindre le prix de 175 000 anciens francs à Paris. C'est le moment où effectivement le nombre de négociants aussi continue d'augmenter autour de la Lafayette et les perles vont être étroitement liées au destin de la maison Cartier, puisque c'est aussi à ce moment que la maison Cartier va s'installer à New York, et pas n'importe où, sur la 5e avenue. Et bien peut-être certains d'entre vous connaissent cette anecdote, mais ce fier immeuble a été acheté en échange de 2 rangs de 55 et 73 perles, à l'époque d'une valeur d'1 200 000 $.
Donc une somme tout à fait considérable. Ce qu'il faut malheureusement savoir, c'est qu'en 1957, ces mêmes perles ont été vendues pour 150 000 $. Donc juste pour vous donner une idée de la chute auquel on se prépare. Néanmoins, à cette époque-là, ce n'est pas du tout C'est pas une mauvaise affaire. C'est pas une mauvaise affaire, c'est pas un échange déséquilibré, et cet immeuble vaut bien les 2 rangs qu'on lui propose. Rien à rajouter. On reste sans voix. Parce qu'on n'imagine pas le prix aujourd'hui que doit valoir l'immeuble. Non, je ne sais même pas si on peut estimer. Ce qui est intéressant, c'est que le rapport à la perle va commencer à changer à Paris dans les années 20. Il ne va pas passer de mode, bien au contraire. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit le cas. Certaines créations du tout début des années 20, comme vous pouvez le voir ici, restent un petit peu dans cet imaginaire indien, hindou. Mais très vite, l'esthétique art déco arrive, si l'on veut, et on va s'intéresser à d'autres types de perles encore. Et on voit, et là c'est aussi le plaisir de l'historien, lorsqu'on feuillette un petit peu les revues de mode de l'époque, non seulement au sein des toutes premières publicités que les perles sont omniprésentes, ce qui est aussi touchant, c'est qu'on voit que finalement il y a assez peu d'artistes malheureusement qui travaillent pour les maisons, que c'est les mêmes dessinateurs qui vont travailler pour les différentes maisons. Et oui, voilà, on ne peut et c'est ce que tu as retrouvé ici effectivement dans ces archives. C'est ce qu'on a beaucoup aimé sur cette présentation, c'est qu'on peut avoir aussi bien des publicités pour Van Cleef & Arpels, pour Gianzik. On a des publicités aussi pour du parfum. Ici, on a Jean Patou, on a la Dame aux camélias. Enfin voilà, on est dans des registres vraiment différents. Et pourtant, le collier de perles, le long sautoir de perles est omniprésent. Et comme tu le disais, c'est vraiment formidable parce que l'imagerie est la même pour toutes ces publicités. Et même pour la 3e qu'on a ici en haut, pour Tecla, qui proposait donc des perles d'imitation, des fausses perles, même pas des perles de culture, des fausses perles. Jusqu'à l'année dernière. Qui était rue de la Paix jusqu'à l'année dernière, effectivement. Une maison qui vient de fermer, mais qui déjà, dès la toute fin du 19e et au début du 20e siècle, commence à faire une sorte de commerce d'un objet qui n'est jamais de la perle, qui n'est jamais vraiment de la fausse perle, c'est de la nacrolaque, des sortes. On voit qu'il y a toute une science de la communication qui se fait autour de cet objet, qui est censé être produit par un scientifique allemand très obscur que personne ne connaît, qui est en fait un marchand américain tout à fait. Oui, il y a des pages de brevets aussi pour la nacrolaque. Voilà. Et donc Tecla se glisse entre les pages avec, encore une fois, ces mêmes illustrations, mais pour proposer un produit qui n'est pas de la perle naturelle. Qui est sans doute moins cher. De fait, je n'en possède pas personnellement, mais effectivement, j'imagine que c'est l'enjeu. Oui. Sachant que tant qu'il y a eu des perles, il y a eu des fausses perles. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on retrouve pratiquement aussi à toutes les époques des fausses perles. Il y a la fameuse fable de La Fontaine, le coq et la perle. C'est des choses qui font aussi partie de l'histoire du commerce. Les règles de ce commerce changent une nouvelle fois avec... Oui, bien sûr. Alors peut-être Alors, sans doute dans ces dernières années. Pour les années 20 et les années 10, je suis presque sûr que non, puisqu'il y avait même des démarches judiciaires qui avaient été lancées contre eux de la part de la Chambre syndicale des négociants en perles fines de Paris, qui était évidemment très, très, très sensible à toutes ces questions. Mais effectivement, à cette époque, la perle de culture n'existe pas encore commercialement. Donc l'alternative à la vraie perle, c'est la perle d'imitation ou la fausse perle, donc les différentes techniques pour s'approcher au plus de ce que ressemble la perle fine. Quand la perle de culture va arriver, effectivement, ils se mettent à la perle de culture. Oui. Mais là, on est plutôt dans les années 30, on est vraiment après 30-40. Pour vous donner aussi une idée de l'importance de cette chambre syndicale des négociants en pierre, perles fines et lapidaires, c'est une chambre syndicale qui a fait scission avec la chambre de commerce dès les années 1870 et qui, au sein de l'exposition des arts décoratifs industriels et modernes de 1925, va avoir son propre pavillon. Ça aussi, c'est quelque chose qui est peu connu, indépendamment de ceux des joailliers, indépendamment du pavillon où sont montrées les pièces de la Ligue, par exemple, pas de la Ligue de quartier, des grandes maisons. Les négociants ont leur propre pavillon. Vous l'avez ici à droite, où ils vont non seulement montrer des brutes, entre guillemets, des perles naturelles, mais aussi déjà des premiers éléments d'expertise. Justement, il y a toute une science qui se construit petit à petit pour prévenir les clients, pour aussi avertir, communiquer autour de ce produit. Puisque très rapidement, voilà, étant donné la cote entre guillemets qu'atteint les perles, on va avoir une diversification aussi des usages.
on n'aura plus seulement des perles en pendentif ou en collier, mais on a ces vanity cases aussi qui apparaissent. Oui, dont on a eu la chance d'avoir cet exemplaire pour notre exposition. Et c'est formidable d'avoir des pièces comme ça, puisque la perle est certes utilisée pour le bijou, mais elle est aussi omniprésente dans tous les objets de luxe, d'importance qu'on peut créer. Et notamment ici, on voit que tout est pavé, tout est serti avec ces toutes petites perles vraiment typiques du Golfe. Peut-être que c'est ici que je dois vous dire qu'il est extrêmement difficile d'avoir des perles qui sont aussi semblables, de la même taille, de la même dimension, de la même forme et de la même couleur, puisque les chiffres à peu près sur lesquels on peut se baser disent qu'il faut environ dans le Golfe pêcher 100 huîtres pour pouvoir obtenir une perle, que sur 100 perles, on trouve seulement une perle de qualité utilisable en joaillerie, et il faut encore une fois 100 perles de belle qualité pour pouvoir trouver une perle exceptionnelle qui peut être sertie, utilisée dans un collier en centre de collier, c'est-à-dire 100 x 100 x 100 huîtres à pêcher pour pouvoir obtenir ces fameux rangs. Alors en plus, on n'imagine même pas pouvoir les appairer en couleur, en dimension, etc. C'est-à-dire que ce sont des quantités astronomiques. J'ai vu quelquefois des chiffres, mais il y a tellement de zéros qu'on ne peut plus les compter, d'huîtres qui ont été pêchées pendant ces périodes-là. C'est quelque chose d'inimaginable. Le reste des perles, des huîtres étaient jetées parfois même directement sur le bateau. C'est-à-dire qu'on les ouvrait sur les bateaux, on prenait la perle ou on ne prenait rien du tout et on le remettait directement à l'eau. Dans un premier temps... Pardon ? Une chambre syndicale spécialement dédiée à la perle fine, non, mais la chambre syndicale des diamantaires, du diamant, des pierres de couleur, on l'a vu avant, et était aussi spécialisée, enfin dédiée aussi aux perles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quasiment tous les marchands de diamants de cette époque-là vendent aussi des perles fines. C'est-à-dire que l'enjeu est trop grand pour être évité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit des joailliers d'autres pays qui viennent aussi à Paris acheter ces fameuses perles exceptionnelles dont parle Olivier, comme notamment Ravasco, qu'on a pu découvrir. Oui, qu'on a découvert. Moi, j'avoue mon ignorance dans la connaissance de ce joaillier italien qu'on a pu découvrir grâce au prêt de cette coupe, de ce bol en cristal. C'est du cristal de roche qui est gravé en forme de cette coupe-là, avec deux serpents de part et d'autre qui ont l'air de se battre pour cette perle qui est placée vraiment au centre, une très belle perle, une très grosse perle. Alfredo Ravasco, 1925, celui-ci, et qu'on a mis en relation là sur une autre pièce de Ravasco avec des perles qui sont moins présentes, mais toujours comme une virgule, comme une signature. Quelques perles qui montrent aussi la préciosité de l'objet sur cette boîte avec les deux poissons pour venir vraiment illustrer le milieu marin sur cette création. Le monde entier vient se servir à Paris. Le monde entier va se servir à Paris à cette époque. Et c'est vrai que le marché américain va être l'un des plus importants dans ces années-là. Il y a aussi on a des marchands américains présents à Paris, mais c'est vrai que ça va être une des principales clientèles. Et on le verra un peu plus loin que cette période-là, mais les grandes familles qui sont présentes à Paris vont petit à petit aussi après développer, quand le marché américain va se développer, vont créer des bureaux aux États-Unis. L'acquisition de l'immeuble Cartier est vraiment signe de ça, quoi. C'est le moment aussi, on va retrouver ici Léonard Rosenthal. Les marchands donc, se sont maintenus presque 2 décennies après et sont maintenant à la tête de véritables empires. Il faut vraiment appeler les choses telles quelles. Il faut savoir, Léonard Rosenthal, ça a été l'un des principaux financiers des galeries commerciales des Champs-Élysées pour leur construction. Si le plan voisin du Corbusier avait eu lieu, c'est-à-dire la destruction de la moitié du Marais pour construire des immenses tours en béton brut, eh bien c'était là encore Rosenthal qui était parmi les premiers financeurs du projet. On a plein de sortes de projets assez fantasques aussi. Il y avait un projet justement d'alignement de la rue de la Paix avec la rue Lafayette pour créer une sorte d'immense boulevard comme ça, avant la construction des galeries. Il était mécène de très nombreux auteurs, artistes de l'époque, et ici lui-même, il a écrit ses ouvrages et ses mémoires, notamment ici dans ce livre qu'on a ici, le livre de la Perle, Au Royaume de la Perle, qui est très richement illustré avec des gravures formidables. Par Edmond Dulac. Dont on a ici un exemplaire d'époque. C'est vraiment un très bel objet. Donc il a vraiment développé énormément, il a mis énormément d'argent sur les arts et lettres. Oui.
Malheureusement, les Anglais sont hors jeu depuis un certain temps. Londres reste une place commerciale, mais qui est maintenant vraiment secondaire par rapport à Paris. On le voit assez notamment puisque c'est le moment aussi où les marchands du Golfe vont venir eux-mêmes à Paris, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus attendre la présence des marchands parisiens chaque année. Ils vont finalement se dire peut-être qu'il y a mieux à faire en allant directement à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'ils essayent aussi, ils tentent leur chance à Paris, mais aussi à Londres. Et certains ouvrent 2 bureaux, en fait, un à Paris et à Londres. Mais lorsqu'on compare les chiffres, c'est très très net. Londres, à ce moment-là, après, on va regagner du terrain, mais reste une place secondaire. Alors l'autre grand nom, après les Rosenthal... Je ne vous ai pas parlé des Rosenthal sur la photo d'avant pour vous dire que le petit-fils Rosenthal me disait il y a quelques mois que son grand-père, donc le Léonard Rosenthal, avait 3 étages rue Lafayette avec 100 enfileuses de perles qui travaillaient pour eux à cette grande époque-là et qu'ils produisaient 100 colliers de perles fines par jour. C'est ça. Les chiffres sont vraiment incroyables quand on imagine bien entendu le travail nécessaire et l'appariement de toutes ces perles. Aujourd'hui, 100 colliers de perles fines par jour. Alors, certainement pas des colliers très grosses dimensions, mais tout de même une quantité et un stock qu'on imagine énorme. Exactement. Ben là, on est dans les années 20, 25, entre 20 et 30. C'est vraiment la grande période de la perle. Et on le voit ici d'ailleurs sur cette photo. C'est pour ça que je voulais insister là-dessus. Où on le voit. Alors, c'est probablement pas Victor, puisqu'on a retrouvé ensuite, tu as retrouvé les photos de Victor dont on avait peu d'images. On le voit ici, donc Léonard Rosenthal, ici à droite avec la barbe, qui est en train d'analyser, de regarder peut-être la production de la journée. On imagine facilement que c'était possible. En tout cas, d'après son petit-fils qui nous a raconté ça. Exactement. Donc, souvenez-vous, Léonard est à Paris, Victor est à Bombay, et très rapidement, bien d'autres sources viendront. Et on verra que même après la crise, même après la chute entre guillemets des perles fines, et bien, ce qu'on connaît aujourd'hui comme les perles de Tahiti, donc des perles de culture tout à fait particulières, en fait, vont être initiées par des fils Rosenthal, notamment Hubert Rosenthal. Donc, ça reste encore Rosenthal, même quand il n'y a plus de perles, ça reste chez eux. Donc, il n'y a pas quand même que les Rosenthal, il y a aussi les Bienenfeld, qui va être une famille très très importante. On pourrait imaginer que ce serait son concurrent principal s'il y avait possibilité de concurrence, mais en fait, visiblement, la demande est tellement forte et l'offre aussi, finalement, qu'il y a de la place pour tous. Et lorsqu'on parlait avec les Rosenthal, justement, on était un petit peu à la recherche de rivalité. On voulait savoir quel était le climat en fait, commercial à cette époque. Les affaires étaient ce qu'elles étaient, elles pouvaient être dures, mais visiblement, voilà, il y avait de la place pour tout le monde et c'était pas la guerre ouverte, quoi. C'est avec ces Bienenfeld que va notamment travailler un marchand saoudien qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Mohamed Ali Zainal Ali Reza, qui fait partie vraiment des 4 principaux acteurs du commerce quasiment mondial à cette époque-là. C'est, si l'on veut, une sorte d'abbé Pierre saoudien. En fait, c'est quelqu'un qui est rentré presque malgré lui dans le commerce de la perle, puisqu'il voulait initialement financer des programmes, des ouvertures d'écoles publiques et gratuites en Arabie saoudite. Et c'était vraiment ça sa vocation, l'éducation. Et finalement, il a trouvé ce moyen pour se financer. Et très rapidement, il est devenu le principal marchand saoudien, lui aussi ensuite installé à Bombay. Et il va ouvrir à Paris un bureau. Il ce sera d'ailleurs le premier arabe à avoir un appartement aux Champs-Élysées. Il entrera dans la légende pour ça, où auraient été organisées des fêtes absolument pantagruéliques. Là encore, quelques photos permettent de le voir. Et à Londres... Covent Garden aussi, oui, il avait un appartement. Il a épousé une Française.